Bonjour à tous, je vous propose qu'on commence à l'heure, comme ça on aura idéalement le temps d'avoir 10-15 minutes de questions-réponses à la fin. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'eau et de la manière dont les entreprises doivent adapter leur stratégie pour préserver cette ressource fragile. C'est le titre de notre table ronde et j'ai le grand bonheur d'animer cette table ronde avec deux expertes du groupe Socotec, qui est un groupe international de 13 000 collaborateurs, leader dans le secteur du test, inspection, certification, et notamment avec un très grand réseau d'experts des sujets environnementaux, cité sol pollué, pollution de l'eau, pollution des sols et de l'air, biodiversité, une centaine d'écologues avec nous, des spécialistes eau, mais là, on va en parler en long, en large et à travers, donc je ne m'attarde pas plus sur le sujet. Carbone, évidemment, tous les sujets que vous pourrez trouver dans les ESRS. Nous accompagnons, nous, nos clients dans leur mise en conformité CSRD et on est aussi auditeur CSRD, pour votre information. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que notre objectif aujourd'hui avec vous est double. C'est d'une part comprendre comment une entreprise peut se lancer dans son plan d'action pour préserver la ressource eau, et d'autre part, vous guider, vous expliquer les étapes qui vont permettre de répondre de manière conforme à l'ESRS E3. Donc l'ESRS, je pense que toutes les personnes qui sont là ont déjà bien le nez dans la CSRD, mais European Sustainability Standards Reporting Standards, pardon, donc qui est dédié à l'eau. Donc avec moi, j'ai le bonheur d'avoir donc Sarah Pasquier. Sarah, tu es ingénieure environnement, chef de groupe chez Socotec et référent technique national sur l'eau. Et tu accompagnes tes clients depuis plus de 20 ans. Mais c'est très bien, depuis plus de 20 ans. Donc dans le conseil aux industriels pour justement les aider à adapter leur stratégie. Exactement. Et tu as travaillé aussi dans l'agro, un secteur très très consommateur d'eau, donc particulièrement intéressant sur ce sujet. Sandrine Cabri, donc Sandrine, tu es consultante RSE au sein de l'agence conseil RSE de Socotec. Tu es également auditrice CSRD inscrite sur les listes de la Haute Autorité de l'Audit. Et accessoirement, tu es autrice de 3 ouvrages sur l'eau. Donc tu vas pouvoir aussi nous parler de ça. Et je vais me présenter quand même. Je m'appelle Juliette Goetler et je suis directrice de l'agence de conseil RSE au sein du groupe Socotec. On va sauter dans le sujet. On va commencer par un chiffre de l'Agence européenne pour l'environnement. On sait qu'en Europe, 60% des eaux de surface présentent un mauvais état écologique. Donc c'est évidemment pas une bonne nouvelle. Et selon le directeur exécutif de cette agence européenne, Hans Brunings, je le cite, « Nous devons redoubler d'efforts. C'est essentiel à la réalisation de nos objectifs à long terme de bien vivre dans les limites de notre planète. » Et on va commencer par quelques éléments de contexte, justement, et on va commencer par parler de ces limites planétaires qui sont importantes donc dans notre compréhension de l'enjeu de l'eau, mais également présentes dans la CSRD. Et on va essayer vraiment de lier ces deux sujets à chaque fois, préservation de l'eau et comment on est conforme à la CSRD. Donc les limites planétaires, Sandrine, je te laisse nous en dire un petit peu plus sur ce sujet. Donc, très rapidement, les limites planétaires, ce sont les seuils au-delà desquels l'activité humaine peut impacter l'écosystème de façon irrémédiable. Et aujourd'hui, on considère que sur les 9 limites planétaires, on en a déjà dépassé 6, et notamment celle de l'eau et de ce qu'on appelle l'eau verte, celle du cycle de l'eau, et notamment l'eau verte. Donc c'est l'eau qui est aussi inclue dans les sols et qui permet notamment à la végétation de pousser. Et donc, ce qu'il faut retenir surtout, enfin moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que l'eau, c'est une ressource certes renouvelable, mais en quantité limitée. Et de plus, c'est une ressource qui est très fragile, qu'on doit préserver parce qu'on n'a pas de plan B. On ne sait pas remplacer l'eau. On en a besoin pour vivre. Et donc, c'est vraiment un enjeu important pour tous, pour toutes les entreprises et tous les individus.
Et justement, pour mesurer cet enjeu, Sarah, je me tourne vers toi et je demandais de nous qualifier un petit peu la consommation d'eau qu'on a en France. On va être sur la France. Donc en France, en fait, on prélève 33 milliards de mètres cubes d'eau. Donc c'est gigantesque. Il y en a un peu plus de la moitié en fait, qui est prélevée pour des usages d'eau potable. Donc c'est toute la partie de potabilisation. Et ensuite, en deuxième et troisième position, en fait, on a les usages pour l'alimentation. On a les usages aussi c'est refroidissement, pardon, plus de 50%. Après, on a donc l'eau potable. Et ensuite arrivent en fait les usages industriels. Dans une moindre mesure. Et sur ces 33 milliards de mètres cubes d'eau qui sont prélevés, on a un petit peu plus de 4 milliards de mètres cubes qu'on appelle de consommation nette. C'est-à-dire que c'est une consommation qui n'est pas restituée au milieu récepteur. Et cette consommation, en fait, eh bien, pour plus de 58%, elle est liée à l'agriculture, tout ce qui est du coup irrigation des cultures et abreuvement. Donc on comprend bien que c'est un prélèvement net, en fait, sans restitution. Ensuite, on va retrouver la fabrication, entre guillemets, d'eau potable. Donc là aussi, eau potable utilisée par les tiers, donc nous en tant qu'individus, mais également par le monde industriel, pour tous ceux qui sont raccordés sur les réseaux publics. Ensuite, on a le refroidissement de toutes nos centrales électriques, donc qui sont très consommateurs d'eau. Et là aussi, en fait, on est sur une consommation sans rejet, puisqu'on a une partie qui part en vaporisation. Et ensuite, en dernier, on a 4% en fait, de cette consommation d'eau qui est utilisée par le monde industriel. Et ce pourcentage-là, du coup, consommé non restitué. Et du coup, de ce que je comprends de ce que tu dis, il y a 29 milliards d'eau qui sont restitués dans le milieu, mais du coup, c'est 29 milliards d'eau propre. C'est de l'eau qui est restituée, en fait, dans plus ou moins traitée, donc, ou plus ou moins polluée, en fonction de notre point de vue. Voilà, donc on est sur une eau qui est, on parle simplement là de restitution, sans s'attacher en fait à sa qualité de restitution. Okay. Et donc on va parler de plan d'action, mais qui dit plan d'action, et principalement en France et en Europe, dit aussi cadre réglementaire. Oui. On ne découvre pas là qu'il y a une urgence d'agir sur l'eau, et il y a un cadre réglementaire qui est en place depuis plusieurs années. Oui. Est-ce que tu peux nous synthétiser ça parce que... On va synthétiser. Donc en France, en fait, on a la loi sur l'eau qui existe depuis 1992. Donc c'est pas un sujet de dernière minute, c'est un sujet qu'on connaît depuis un certain nombre d'années. À côté de ça, on a des directives européennes, donc avec la directive cadre sur l'eau qui vient du coup cadrer tout ce sujet-là. Et ensuite, on a un principe de déclinaison au fur et à mesure sur le territoire français. Et cette déclinaison, elle s'attache notamment, en fait, dans un premier temps, aux grands bassins versants. Donc ces grands bassins versants, c'est le bassin versant Loire-Bretagne, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée-Corse, Seine-Normandie et Rhin-Meuse. Donc on est vraiment sur les grands bassins versants des grands fleuves français. Ces grands bassins versants, derrière, en fait, ça a permis d'établir un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc là, toute eau confondue, c'est-à-dire qu'on va traiter les aspects milieu récepteurs, les aspects eau souterraine, les aspects de stress hydrique et ensuite les différents usagers. C'est-à-dire que ces schémas vont s'adresser à la fois aux collectivités, aux tiers en tant que particuliers, au monde industriel, etc. Et on continue en fait de décliner ces schémas, donc schémas macro en fait, et on va s'attacher ensuite à les cibler des bassins versants qui peuvent être plus ou moins sensibles. Et à ce moment-là, en fonction de la sensibilité de certains bassins versants, donc ça peut être des petits cours d'eau, ruisseaux ou des portions de grands cours d'eau en fait, et on va donc avoir derrière la mise en place de schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Donc on a une notion de déclinaison, c'est-à-dire de cette réglementation. On part d'une réglementation européenne qui est retranscrite en droit français. Et ensuite, on a derrière des déclinaisons au fur et à mesure en fonction de la sensibilité des bassins versants. Ces dernières années, peut-être moins valables sur l'été qu'on vient de passer, au moins pour la moitié nord, on va dire ça, on a quand même eu 2 années particulièrement sèches. Donc avec un stress hydrique qui s'est opéré sur tout le territoire français. On a donc du coup une politique, on va dire environnementale, une politique de gestion de l'eau qui a été menée par le gouvernement. De là, on est sorti 53 mesures avec des notions de plan d'action. L'objectif étant une gestion résiliente de l'eau, donc de pouvoir utiliser l'eau de façon raisonnée et de façon à ce que tous les usagers aujourd'hui qui l'utilisent puissent encore l'utiliser de façon raisonnée dans l'avenir.
Et à ce cadre réglementaire existant vient s'ajouter évidemment la CSRD, donc cette directive européenne qui va demander aux entreprises de divulguer un certain nombre d'informations sur l'eau, sur la manière dont ils traitent l'eau, et qui doit amener à comprendre comment ces entreprises tiennent compte notamment de la DCE, mais également des limites planétaires dont on a parlé un petit peu avant, et encore plus globalement, j'ai envie de dire, de l'ODD 6 en particulier. Une petite note que je voudrais souligner là, le SRS E3 dans la CSRD mentionne 2 aspects de l'eau. Donc l'eau, les eaux de surface, la ressource eau, et les ressources marines. Les ressources marines concernent des entreprises, des secteurs bien particuliers. Et là, on va vraiment faire un focus, nous, sur l'eau, l'eau des industriels. En revanche, il faut bien garder en tête que le SRS E3 comporte bien ces 2 aspects. Je recoupe du coup, je reprends mon fil. La CSRD donc, amène les entreprises à divulguer un certain nombre d'informations et avant toute chose, avant d'agir, avant de se lancer dans un plan d'action, la première chose à faire, évidemment, c'est de comprendre son impact. De comprendre son impact et de comprendre ses dépendances. Et là, on saute déjà en plein dans le cœur du sujet de la CSRD. Vous le savez, l'analyse de matérialité, l'analyse de ses impacts, risques et opportunités liés à ces enjeux environnementaux, et donc là, liés à l'eau. Donc on va commencer justement à voir comment on peut comprendre son impact, qui est la première étape. 2 chiffres que j'ai trouvés intéressants. D'après une récente étude, on a 29% des entreprises qui divulguent des informations sur la quantité d'eau qu'ils consomment. En revanche, elles ne sont que 15% à divulguer des informations sur la qualité de l'eau qu'elles rejettent. Or, évidemment, quand on parle de l'eau, on parle bien de ces 2 aspects, et c'est bien ces 2 aspects qu'il faut comprendre. Donc, Sandrine, je vais m'adresser à toi et te demander comment une entreprise, justement, peut être exhaustive sur sa manière de comprendre ses impacts et ses dépendances vis-à-vis de l'eau. Déjà, la première étape, c'est faire la cartographie de sa chaîne de valeur, parce qu'une entreprise, finalement, ne se limite jamais à un seul site, même si administrativement, il y a un site. Elle est dépendante d'autres entreprises ou d'autres sites qui sont potentiellement utilisateurs d'eau et potentiellement pollueurs aussi. Donc la première étape, c'est faire une cartographie de sa chaîne de valeur et identifier sur sa chaîne de valeur toutes les phases où on est dépendant à l'eau, c'est-à-dire on a besoin de l'eau pour pouvoir faire ses activités, et toutes les phases où on va potentiellement avoir des rejets dans l'eau qui seraient potentiellement polluants ou pas. Et une fois qu'on a fait ça, donc c'est déjà un gros travail, il faut aussi, dans le même temps, en fait, on fait la liste des sites de façon géographique. On va essayer de placer sur sa chaîne de valeur les sites qui consomment de l'eau et donc qui potentiellement polluent. Essayer de les placer de façon géographique pour identifier s'ils sont proches ou pas de zones de stress hydrique. Et déjà, dans un premier temps, on va pouvoir identifier des grands enjeux, des sites et des activités en fait, qui vont participer aux impacts en fait, sur l'eau. Et puis après, quand on a fait un petit peu ce débroussaillage, on peut aller un peu plus loin et regarder en fonction des usages de l'eau, ce qu'on va utiliser en termes de matières premières. Est-ce qu'on utilise l'eau comme un solvant, comme une matière première, comme un fluide caloporteur? Et en fait, on va pouvoir comme ça lister l'ensemble des impacts sur sa chaîne de valeur et dépendance. Et c'est ça qui est intéressant avec la CSRD, évidemment, c'est cette double vision, c'est-à-dire une vision vraiment macro à la maille chaîne de valeur. Et ensuite, par contre, il faut quand même aller sur les sites pour pouvoir mesurer de manière très précise son impact. Et là, justement, Sarah, ça, c'est ton domaine. Ouais. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment, en fait, au niveau d'un site industriel, on comprend son impact sur l'eau ? Qu'est-ce que tu fais de tes journées ? L'essentiel, effectivement, c'est de bien connaître le cycle de l'eau du site en question. C'est-à-dire que l'eau, il va falloir qu'on sache à quoi elle sert, donc quels sont les usages. Il va falloir également qu'on comptabilise, donc il y a tout un plan de comptage à mettre en œuvre et à compléter s'il y a besoin.
Ces éléments vont nous permettre ensuite de calculer des ratios de consommation d'eau par tonne de produit, par mètre carré de surface travaillée, par mètre carré nettoyé. Enfin, on va trouver l'unité pertinente par rapport à l'activité. On va également regarder quelles sont les contraintes en termes de qualité d'eau que j'ai besoin pour chaque usage. Parce que aujourd'hui, en France, on utilise de l'eau potable, mais tous les usages n'ont pas nécessairement le besoin d'avoir cette qualité de potabilité. Donc ça, c'est sur la partie utilisation. Et ensuite, cette eau que j'ai utilisée, on va regarder aussi qu'est-ce qu'on en fait, le rejet. Est-ce que c'est un rejet avec un traitement? Est-ce qu'on rejette directement au milieu récepteur? Voilà. Donc une fois qu'on a travaillé ce sujet-là, ça permet d'établir en fait un synoptique de nos usages de l'eau. Et ce synoptique des usages de l'eau, en fait, on le couple avec le synoptique de production, en fait. Parce qu'on va regarder à chacune des étapes de production quelles sont les étapes qui sont consommatrices d'eau, quels sont les usages, combien, pour pouvoir derrière sortir les ratios et les hiérarchiser, puisque derrière, il y a des plans d'action qui vont potentiellement être nécessaires, et tant qu'à faire, autant cibler les actions de façon prioritaire. Donc on va établir ce synoptique pour derrière pouvoir de façon efficace et de façon raisonnable mesurer les impacts du fonctionnement de l'entreprise en T0. Okay. Et donc c'est à partir de ça que tu vas pouvoir vraiment mesurer des impacts, c'est-à-dire quantifier en mètres cubes la consommation, les rejets, la qualité des rejets. Et pour continuer à faire le lien avec la CSRD, donc à partir du moment où une entreprise a identifié l'eau comme un sujet matériel pour elle, alors selon le SRS E34, elle doit publier des indicateurs justement sur ces impacts, des indicateurs précis. Et c'est justement ce travail-là qui va pouvoir amener à nourrir ces indicateurs de manière très précise au niveau d'un site. Alors, tous ceux qui ont déjà mis le nez dans la CSRD, et je pense que vous êtes déjà nombreux dans cette salle, vous savez que impact, dépendance, c'est bien, mais après, on a le triptyque, la suite du triptyque qui arrive, risque et opportunité. Sandrine, risque, opportunité sur l'eau, comment fait-on? Alors, comment fait-on? C'est pas simple. Déjà, avoir en tête que l'eau, effectivement, ça peut avoir un impact sur le business de l'entreprise, ça c'est évident, mais il faut quand même le rappeler et essayer de comprendre en fait comment, déjà, qu'est-ce qui peut impacter le business et comment ça peut l'impacter. Donc, la CSRD, elle vous aide un peu à réfléchir en divisant, par exemple, les risques en différents types. Donc, il y a les risques de transition. Donc, c'est tout ce qui concerne les réglementations, les politiques qui évoluent et qui vont être de plus en plus exigeantes en matière de rejet, par exemple, ou de prélèvement. Et tout ça, il faut l'anticiper et essayer de voir financièrement combien ça peut coûter à l'entreprise de se mettre dans les clous, par exemple. Il y a tous les risques liés à la technologie. Donc la nécessité de mettre en place des nouvelles technologies pour moins consommer, par exemple. Donc combien ça peut coûter aussi. Il y a le marché qui pousse aussi par exemple, à développer de nouvelles technologies. Des clients ou des consommateurs même qui sont de plus en plus exigeants sur les produits qu'ils achètent, l'eau qu'il a fallu pour fabriquer ce produit, est-ce que ça a pollué, etc. etc. Il y a la notion aussi de réputation, donc d'être reconnu comme une entreprise potentiellement grosse consommatrice d'eau, comme un célèbre vendeur de soda. En termes de réputation, ça peut avoir des impacts, surtout si le sujet eau, ça devient un sujet vraiment important pour l'ensemble des citoyens. Et puis, il y a les risques qu'on appelle systémiques. En fait, c'est des risques qui vont se propager à l'ensemble de la chaîne de valeur parce qu'on n'a plus accès, par exemple, à l'eau ou parce qu'il y a une grosse pollution et qui va impacter toute la chaîne de valeur et financièrement, tout le monde est touché, quoi. Et puis, il y a les risques physiques qui sont évidents. C'est le manque d'eau et puis la pollution qui peuvent aussi impacter l'entreprise. Par exemple, quand on a des restrictions d'usage parce qu'on est en période de stress hydrique, ça a des impacts directs sur l'économie.
Et puis, ce que demande aussi la CSRD, c'est de regarder le côté un peu positif et d'identifier les opportunités, de s'en saisir pour développer de nouvelles façons d'utiliser l'eau et de gérer en fait les impacts, notamment les dépendances. Et peut-être quelque chose juste pour ajouter, pour reboucler avec ce que tu viens de dire. Il faut savoir qu'il y a une disposition transitoire dans la CSRD qui dit que les 3 premières années, l'entreprise peut ne fournir que des informations qualitatives sur les risques et opportunités. Et donc pas forcément quantitatives, donc en termes d'EBITDA ou de l'indicateur qu'aura choisi l'entreprise. Donc important aussi de le souligner. Ok, donc ça c'était la première étape. Déjà on comprend ses impacts, ses dépendances, ses risques et ses opportunités. La deuxième étape c'est évidemment d'agir. Une fois qu'on a compris c'est bien, mais maintenant on veut savoir comment être plus vertueux. Là Sarah, je vais me tourner vers toi puisque toi tu accompagnes des entreprises quotidiennement sur leur plan d'action eau. Et comment tu fais ça? Comment tu mets ça en place? Une fois qu'on a fait, on va dire l'état des lieux, on va pouvoir définir un plan d'action. Alors, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que le plan d'action, il doit être économiquement viable pour l'entreprise. Il ne s'agit pas simplement d'aller donner des grandes idées, mais si ce n'est pas réaliste, si ce n'est pas techniquement et économiquement supportable par l'entreprise, ça n'a pas d'intérêt. Donc un plan d'action qu'on établit, il doit être évidemment en concordance avec la sensibilité des enjeux, mais il doit être également compatible avec ce que l'entreprise est en mesure de mettre en œuvre. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, une fois qu'on va pouvoir derrière identifier des contraintes de qualité et de production, des mesures d'urgence et des mesures pérennes. Donc tout ce qui est contraintes qualité et production, c'est ce qu'on a défini dans notre première étape. C'est un peu les prérequis. Et après, ça va être de pouvoir, dans ce plan d'action, identifier des actions pérennes, donc que je vais pouvoir mettre en place une bonne fois pour toutes et qui vont me permettre à demeure de consommer l'eau de manière plus efficace, plus efficiente, moins consommer, mettre en place du recyclage. Enfin, il y a tout un tas de mesures, on pourra les détailler un petit peu après. Et puis après, il y a des mesures aussi qu'on va mettre en place de façon temporaire, ce qu'on appelle des mesures d'urgence. On l'a encore vu, moins cet été, mais je sais qu'il y a encore des départements autour du pourtour méditerranéen qui sont encore en arrêté sécheresse, en fait, en France. Et ces arrêtés sécheresse sont des arrêtés qui sont pris... sont des dispositions réglementaires qui sont prises pour des secteurs géographiques qui ont notamment un manque d'eau certain. Et ces arrêtés définissent différents niveaux. Il y a 4 niveaux d'alerte. Et en fonction du niveau d'alerte, effectivement, il y a un certain nombre de mesures qui vont être à mettre en place de façon temporaire. C'est un peu ce qu'on appelle les mesures d'urgence. Donc une fois qu'on a défini ces catégories, eh bien, on va avoir à la fois des dispositions techniques, mais ne pas oublier les dispositions organisationnelles également. Les dispositions techniques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on fait du nettoyage à l'eau, c'est de penser comment je pourrais faire du nettoyage différemment en utilisant de l'air, des pousses à l'air, en utilisant des obus quand on doit nettoyer des canalisations. On peut, donc ça va être de repenser un petit peu la manière dont on utilise l'eau. Ça peut être de faire des recyclages, donc un dernier lavage qui va nous permettre de faire un pré-lavage sur une étape de process qui suit. Donc il faut avoir une vue à la fois, il faut surtout avoir en tête quelle est la qualité de l'eau que j'ai besoin pour pouvoir mettre en place derrière les bonnes dispositions techniques, puisque un industriel, il a vocation à fabriquer du produit fini, à respecter des standards de qualité. Donc ça reste son sujet principal. Mais il faut qu'on puisse mettre en place ces mesures techniques. Et des dispositions organisationnelles, parce que c'est extrêmement important qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise qui soit un petit peu le chef d'orchestre, qui va faire une veille eau, qui va veiller aux indicateurs avec du coup des relances. Donc il va falloir que tout ça se soit bien réfléchi. Et puis cette disposition organisationnelle, elle peut aussi se réfléchir différemment. Pour des groupes qui vont avoir plusieurs entreprises sur différents territoires, ça peut être de penser de réattribuer des productions consommatrices d'eau sur des bassins versants qui sont moins en déficit hydrique que d'autres, ou moins sensibles. Donc c'est quelque chose qui va se réfléchir de façon globale, à la fois
d'un point de vue purement technique, usage de l'eau, conception, process, et puis avec un petit peu plus de hauteur, de se dire mais comment je pourrais réfléchir ma production peut-être un petit peu différemment, la répartir différemment si je suis sur un groupe avec plusieurs sites, pour pouvoir finalement affecter des des productions consommatrices d'eau sur des bassins versants qu'on sait moins sensibles. Et puis si on pousse un petit peu plus loin encore, malgré tout, si on a fait ces rééquilibrages-là, ça peut être la nécessité de devoir arrêter certaines productions, certaines périodes de l'année. Arrêter temporairement, ça peut être arrêter un jour par semaine ou arrêter donc reconcentrer l'activité sur les autres jours de la semaine, ou alors ça peut être arrêté temporairement sur une certaine période, une certaine durée. Donc vous voyez que ces plans d'action, on n'est pas que sur le technique. Il y a effectivement des actions purement opérationnelles, mais il y a des actions aussi plus organisationnelles, à réfléchir aux différentes strates en fait, de l'entreprise. On n'est pas simplement que sur le terrain avec la personne qui utilise l'eau pendant son poste en fait. Ouais, donc il y a des plans d'action, il y a les ressources aussi allouées à ce plan d'action et puis à cette politique de manière plus générale. Et dans le SRS, donc E3.2, qui parle justement de ces plans d'action et de ces ressources, on nous parle d'une séquence ERC. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises vraiment dans tes plans d'action ou c'est Oui. C'est facile pour une entreprise qui a mis en place un plan d'action de pouvoir ensuite l'intégrer en reporting CSRD. Oui, cette séquence ERC, c'est aujourd'hui une séquence qu'on rencontre dans toutes nos études d'impact, donc c'est une des thématiques qu'on aborde très classiquement. Après, pour du coup pouvoir illustrer ça, donc ERC, éviter, réduire, compenser. Donc sur la partie éviter, là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est tout ce qui est économie de consommation d'eau à la source. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, où j'utilise de l'eau, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour supprimer cette consommation d'eau? La réduction, ça va être plutôt de réfléchir à la réduction de la pollution à la source. C'est-à-dire que malgré tout, j'utilise un petit peu d'eau, je ne peux pas la supprimer, mais peut-être que je peux du coup l'utiliser différemment pour qu'elle soit moins polluée et que j'ai un traitement moindre à mettre en œuvre. Ensuite, il y a la notion du coup de compensation. Donc quand on parle de compensation, c'est réduction, réemploi. Et là, on va travailler sur le reuse, ou en français réut. C'est toutes les solutions pour faire de la réutilisation d'eau, sortie station d'épuration, et lui redonner un nouvel usage. Donc, encore une fois, on rebondit par rapport à ce qu'on a dit au démarrage, il faut que je connaisse la qualité dont j'ai besoin pour ces différents usages. Donc là, on est typiquement sur les aspects reuse. La technologie est là. Après, c'est d'utiliser la technologie à bon escient et pour les bons usages. Parce que ces technologies sont des technologies qui peuvent être coûteuses. Donc l'idée, c'est d'aller traiter les volumes juste nécessaires. Ça peut passer aussi par du recyclage. C'est-à-dire qu'on peut avoir des boucles de recyclage qui vont fonctionner pendant toute une partie du process et qu'on ne rejettera derrière à la station d'épuration qu'une fois cette boucle de process terminée. Et un dernier point, c'est la notion de restauration et régénération. On commence en industrie, c'est peut-être le point sur lequel on commence juste peut-être juste un peu plus en retrait que les trois précédents. On le voit quand on commence à traiter et à gérer les eaux pluviales, par exemple, avec des notions d'infiltration, de restauration, de suppression, par exemple, de surfaces imperméabilisées au profit de surfaces semi-perméables. C'est toute cette réflexion-là. Cette réflexion-là, les collectivités, avec les aménagements qu'on peut avoir en zone d'activité ou sur des gros centres commerciaux, etc., ça, on les voit apparaître. C'est des choses qui commencent juste à arriver dans le monde industriel. Voilà. Mais ça se démocratise et c'est des choses qui progressent au fur et à mesure. Et un peu complexe parce que qui dit artificialisation des sols, on est aussi sur des enjeux de biodiversité, oui, de climat. Donc on dit souvent qu'il y a des interdépendances entre les ESRS environnementales, mais là on le voit très clairement. C'est le cas pour l'eau, c'est le cas pour la biodiversité, pour le climat, enfin pour un certain nombre d'entre elles. Qui dit plan d'action dit cible, évidemment. On veut savoir où on veut aller. Et ça, c'est une autre partie. Donc c'est le SRS E3.3 sur les cibles, où on demande aux entreprises donc, de publier des cibles et avec des demandes assez précises à ce sujet. Donc Sandrine, je vais te laisser nous expliquer cela. Alors, les cibles. Donc, déjà, le premier point, c'est que les cibles, elles doivent être, ça paraît évident, mais c'est bien de le redire, elles doivent être cohérentes avec les impacts, risques et opportunités identifiés au préalable. Ensuite, la CSRD, elle a plusieurs exigences.
À partir du moment où vous vous fixez des cibles avec des seuils écologiques, vous devez pouvoir démontrer d'où sortent ces seuils, en gros. Si ce sont des seuils qui sont des cibles, qui sont réglementaires, ou si ce sont des seuils que vous vous êtes fixés. Et dans ce cas-là, avec quelle méthode vous avez utilisé et à quelle science vous vous fiez pour définir ces seuils. En France, sur l'eau, on a beaucoup de seuils réglementaires à respecter. Donc, on est déjà bien aidé. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Non, oui, et très important, ce que j'ai oublié de vous dire, il manque aussi la partie consommation. Donc, vous devez obligatoirement reporter sur vos consommations d'eau et les actions que vous menez pour réduire vos consommations d'eau. Et vous devez aussi inciter votre chaîne de valeur à réduire, elle aussi, sa consommation d'eau. Je vais revenir juste sur la différence entre les cibles réglementaires ou volontaires. Tu as des clients aujourd'hui qui vont vraiment sur des cibles volontaires parce que le cadre réglementaire, il est déjà bien... Le cadre réglementaire français est déjà bien contraint. Donc les industriels répondent déjà à ce cadre réglementaire. Sur le volontaire, c'est du ponctuel. On commence à y venir en fait avec les aspects de reuse, parce qu'aujourd'hui sur cette réutilisation, on a la réglementation française qui s'est ouverte ces derniers mois, dernières années. Donc là, on commence effectivement, les industriels commencent à aller progressivement de façon volontaire vers ces solutions de reuse. Plan d'action, des cibles, et évidemment une politique d'entreprise, puisqu'on sait que tout ça doit être piloté par l'entreprise. Et là, encore une fois, la CSRD, évidemment, c'est pas la CSRD qui va vous aider à faire votre entreprise, mais parce qu'elle indique des obligations, des informations à inclure dans ce rapport, elle peut être indicative. Sandrine, je te laisse encore nous expliquer. Donc à partir du moment où l'eau, c'est un enjeu matériel, donc c'est-à-dire que c'est un enjeu qui est ressorti de votre analyse de double matérialité comme étant prioritaire, important, vous devez, dans le sens de la CSRD, vous devez intégrer dans votre politique une partie sur l'eau. Et la CSRD demande que cette politique soit au plus haut niveau de l'entreprise, qu'elle soit diffusée, communiquée, comme on a l'habitude de faire dans tous les systèmes de management. Et en plus, il y a des exigences qui sont propres à l'ESRSE 3. Donc, vous devez expliquer dans cette politique comment vous allez gérer l'eau, donc vos risques et dépendances notamment, comment vos produits et services sont conçus et comment l'eau intervient là-dedans. Et vous devez être déterminé à réduire vos consommations d'eau. En gros, si dans votre politique, il n'y a pas un engagement fort sur la réduction de la consommation d'eau tout au long de votre chaîne de valeur, c'est pas conforme du coup à la CSRD. Si c'est un enjeu matériel, oui, évidemment. Évidemment, si c'est un enjeu matériel. Donc on a commencé par des éléments de contexte, d'accord, puis comprendre ses impacts, risques et opportunités, ok. On est arrivé jusqu'au plan d'action. Et évidemment, la CSRD ensuite vous demande de publier un rapport. Donc là, on va simplement vous montrer une vision assez synthétique donc des DR, donc les Disclosure Requirements, donc avec un certain nombre de points de données par Disclosure Requirement qui sont requis. Encore une fois, qui sont requis soumis à la matérialité d'impact et à la matérialité d'information. Si vous n'avez par exemple aucun rejet d'eau, c'est possible, on ne va pas vous demander évidemment de publier des informations à ce sujet. Là, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que donc on a parlé là au fil de cette table ronde de toutes ces, on va appeler ça des chapitres, de tous ces chapitres ou ces sous-chapitres, et qui finalement font sens. On identifie ces impacts. On a une politique de l'entreprise qui va viser à répondre à ces impacts, risques et opportunités. Un plan d'action avec des cibles. Un focus sur la consommation d'eau, parce qu'on sait que c'est un sujet très important et mesurable. Et ensuite, enfin, ces fameux effets financiers escomptés qui ne sont pas obligatoires les 3 premières années, mais qu'on essaye quand même d'intégrer de plus en plus. En tout cas, on va vers cet effort-là. J'ai pas envie de m'attarder trop là-dessus, parce que si vous avez des questions, on pourra y répondre, et je préfère passer
rapidement à la conclusion. Et Sarah, Sarah, Sandrine, quelques mots de conclusion. Ou pas, peut-être pas. Non, on voit qu'aujourd'hui, l'eau, c'est un vrai sujet. On l'a vu ces derniers temps. Donc, il faut pouvoir réfléchir dans sa globalité quand on a le temps. C'est-à-dire que il y a encore des bassins versants en France où il y a moins de pression hydrique. Donc c'est bien de pouvoir démarrer assez tôt pour pouvoir prendre les décisions posément, parce qu'on a bien vu qu'au moment des périodes de sécheresse, quand les arrêtés sécheresse arrivent, l'administration arrive avec un certain degré d'urgence et vous demande tout un tas d'échéances, de remontées d'informations. Et moi, pour l'avoir vécu, j'ai vu certains sites un peu en panique parce que on ne savait pas trop comment réfléchir et quoi transmettre, etc. Donc ça reste effectivement un sujet important. Je pense que de toute façon, l'avenir ne le contredira pas. Et il faut pouvoir effectivement bien intégrer ça au global sur toute la chaîne de valeur pour pouvoir avoir une meilleure gestion de l'eau et avoir une notion de résilience, qu'on n'est pas les seuls utilisateurs d'eau. Et il faut qu'il y en ait pour tout le monde, quelque part. Et ça fait le lien, ce que tu dis, je fais rapidement le lien avec le rôle de la CSRD. D'accord, c'est une obligation de reporting d'information, mais ça peut quand même amener à mettre sous pilotage de manière plus pérenne ces enjeux. Si on fait une CSRD tous les ans, ça veut dire qu'on a un comptage de l'eau. Ça peut quand même être vertueux dans ce sens-là. C'est l'objectif. Sandrine ? Juste pour compléter tout ce qui vient d'être dit, ce qui est intéressant aussi avec la CSRD, c'est que ça force un peu à avoir une vision holistique. Et le sujet de l'eau, Juliette l'a dit, c'est en lien avec tous les autres sujets environnementaux, mais aussi le volet social. Et il y a un point, j'ai oublié de dire, c'est important au moment de l'analyse des impacts, d'écouter vos parties prenantes, d'aller les questionner, de regarder ce qu'elles attendent de vous en matière de gestion de l'eau, et d'intégrer ça aussi dans votre politique. Ouais, donc le volet social, important. Merci beaucoup. Écoutez, c'est tout pour nous là pour la table ronde, mais je crois qu'on a un timing impeccable et qu'on a pile le temps pour les questions qu'on s'était fixées, 10 minutes ou autre, si vous avez des questions. Oui. J'ai deux questions. La première question, c'est vraiment le retour à l'introduction de la table ronde, mais vous avez dit dans la CSRD, effectivement, le SRSE3, c'est l'eau et les ressources marines. Et les ressources marines, c'est vraiment ciblé sur des activités et des entreprises très spécifiques. Alors, pour avoir discuté avec d'autres auditeurs ou d'autres consultants qui accompagnent sur les sujets de la CSRD, d'autres ont plutôt une vision qui est le sujet marine, ressources marines est un sujet très montant, de manière directe ou indirecte. Tout le monde plus ou moins a un impact sur l'océan à un moment. Et donc, une entreprise, surtout si on est sur une grosse entreprise internationale, même si on ne voit pas un lien direct, devrait évoquer ces sujets-là. Oui, rien que dans le transport. Je vais juste répéter votre question pour être sûr que tout le monde ait bien entendu. Non, pas de problème, merci pour votre question. On revenait à ce point d'introduction qu'on a fait, où on a dit que le SRSE3 avait une perspective sur 2 impacts sur l'eau, donc la ressource eau à proprement parler et les ressources aquatiques et marines, que nous on a vraiment séparé là pour vraiment faire ce focus, pour gagner le temps, mais faire ce focus sur l'eau. Et votre point, c'est de dire qu'au contraire, il faudrait peut-être avoir une vision plus globale, puisque toute entreprise a un impact finalement sur ressources aquatiques, marines et l'océan, que c'est un sujet plus transverse que ça. Ouais. Oui, alors je suis d'accord. C'est un sujet qui peut être transverse. Pour autant, quand on accompagne des entreprises qui sont pas encore matures sur ces sujets DPEF, CSRD, quand on fait une analyse de matérialité, on va quand même aller regarder l'analyse de matérialité et donc justement faire cette analyse de matérialité. Donc évidemment, si ça ressort comme un enjeu très matériel avec un impact sur les ressources aquatiques et marines, évidemment qu'on va l'inclure. En revanche, je dirais pas que c'est matériel pour tous. Il y a quand même des entreprises qui sont beaucoup plus exposées à un impact sur la pêche, l'agroalimentaire, la pêche, mais même des éoliennes offshore. Donc là, oui, où il y a une exposition quand même beaucoup plus forte
qu'un site industriel qui serait très local et qui aurait moins cet impact. Mais ça doit, cette question doit être posée et doit faire partie de l'analyse de double matérialité, ça complètement. Ça ne peut pas être juste mis de côté. Et ce n'était pas l'objectif. Là. Vous aviez une deuxième question ? Pour des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises très consommatrices et qui auraient fait le choix et qui ont fait, parce que du coup on fait le choix de travailler depuis des années sur les prélèvements. Alors la CSRD est hyper focus consommation. Oui. Mais donc merci. Ça sera sûrement mieux comme ça. Donc je disais pour des entreprises qui ne sont pas sur des secteurs très consommateurs d'eau et qui du coup ont fait le choix depuis des années de travailler sur des stratégies en lien avec les prélèvements et uniquement les prélèvements, c'est vrai que la CSRD, elle est ultra focus consommation. Et comment faire le lien et donner un peu de la cohérence, parce que du coup la CSRD demande de répondre à des plans d'action sur la consommation, des objectifs sur la consommation, etc. etc. Comment est-ce que faire le lien et arriver à trouver un discours un peu cohérent sur le fait que ce soit plutôt un focus porté sur du prélèvement et pas de la consommation dans cette entreprise ? Là, pour moi, tout va dépendre donc, des informations qualitatives qui vont être incluses dans le rapport. Ça dépend vraiment de la manière dont l'entreprise va justifier cela. Parce que dans l'analyse de double matérialité, il y a la matérialité d'impact, mais le second filtre, c'est quand même la matérialité d'information. Si une information n'est pas pertinente parce qu'elle ne donne pas d'éclairage sur un impact important de l'entreprise, la CSRD dit clairement, vous n'êtes pas obligé de reporter des informations à ce sujet. En revanche, il faut le justifier. C'est tout simplement ça. Si son produit ou son service n'est pas particulièrement impactant sur l'eau, consommation, mais qu'en revanche les rejets, il y en a beaucoup et il y a un risque, c'est tout à fait normal de se concentrer seulement sur un. En revanche, il faudra expliquer, il faudra quand même justifier. L'auditeur aura à cœur de comprendre pourquoi il n'y a aucun, s'il n'y en a pas, aucune justification sur la consommation d'eau. Parce que oui, en effet, c'est très présent. Juste derrière vous. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Moi, j'ai une question qui est plutôt une demande de conseil. Je vois très très facilement l'impact pour les industriels, ce genre de choses. Moi, je bosse pour une boîte d'archi. On fait de la conception de bâtiments. Et ma chaîne de valeur, c'est plutôt l'amont qui m'intéresse sur l'eau que ce que nous, tertiaires, on peut faire dans nos bureaux. Le ciment, le béton, le ciment, le plastique, tout ce que vous voulez, l'extraction de matériaux, le numérique, etc., etc., pour les équipements techniques. Et donc moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui à voir, je ne sais même pas si ça va être matériel dans notre analyse, et pourtant je me dis que c'est bizarre si ça ne l'est pas. Et si ça l'est, je ne vois pas comment je vais récupérer de l'info, parce que c'est des fournisseurs plus avec qui j'échange jamais. Et aujourd'hui, je ne sais pas traiter cette information et je ne sais pas si on saura faire. Et la quantité de boulot que ça nous demandera de le faire, je ne sais pas si on sera capable de le mettre en œuvre ou pas. Oui. Déjà, il y a l'amont et l'aval aussi. Il y a l'aval aussi. Parce que dans vos choix de conception, vous avez un impact. Mais sur l'amont, je comprends que ça peut être un peu complexe, mais il y a des données qui sont accessibles, notamment dans la base de données INIES avec les matériaux. Il y a les FDES. Vous avez des données sur les consommations d'eau, pour un produit. Vous n'êtes pas obligé de donner des chiffres, d'autant que ce qu'il faut, c'est analyser l'impact, c'est avoir une idée de l'impact. Donc vous pouvez utiliser la documentation qui existe et dire ce matériau, il est connu comme étant très impactant sur l'eau, donc moi je préfère celui-ci. Ça, c'est... Mais votre consommation d'eau en mètres cubes, par exemple, c'est hyper intéressant d'avoir cette vision sur toute la chaîne de valeur et il faut la donner quand vous l'avez. Mais par contre, une consommation précise en mètres cubes, ce sera plutôt sur vos opérations propres, plutôt que dans la chaîne de valeur. Et ça, c'est précisé dans la CSRD. Nos bâtiments de bureau, quoi. Exactement, sur la consommation d'eau. Donc, il y a quand même 2 niveaux d'exigence. Sur la chaîne de valeur, on ne vous demande pas d'avoir la même finesse en consommation mètres cubes par chiffre d'affaires, que sur vos opérations propres. Où là, non, bien sûr. Ouais. Super. Merci. Je pense que c'est bon. C'est bon pour vous ? Je vois quelques hochements de tête, donc je pense que c'est bon. Mais merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt, j'espère.